continue avec la plaidoirie des partis civils. Maître Alcine Aïssata Diallo, vous avez la parole pour vos demandes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne parlerai que de 2 points essentiels. Point que je considère comme étant mot de l'Afrique toute entière, y compris la Guinée, a souffert. Pourquoi? Donc, tout au long de ma plaidoirie, je m'efforcerai à répondre à cette question. Pourquoi nous avons tant souffert? Pourquoi l'Afrique, y compris la Guinée, a tant souffert? Mais pour le faire, Monsieur le Président, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Ce devoir, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, c'est de remercier tout d'abord et particulièrement Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Oui, parce que c'est sa volonté politique qui nous a permis de voir la tenue de ce procès, tant attendu par le peuple de Guinée. Toute une question de volonté politique. Parce que son prédécesseur, lui, il disait qu'il assume tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons subi comme mal. Il assume tout, de l'indépendance à nos jours, 5 juillet, Kambouaro, etc., il assume tout. Mais lui, Mamadi Doumbouya, le général, par sa volonté manifeste de voir les Guinéens réconciliés et faire face à l'objectif commun, c'est le développement, il a accepté qu'il y ait ce procès, qu'il en soit vivement remercié. Monsieur le Président, mes remerciements vont inéluctablement à votre tribunal, à vous particulièrement, à vos assesseurs. Oui, Monsieur le Président, plus d'1 an, tout au long du débat, vous avez été sages, sereins. Vous avez fait preuve, Monsieur le Président, d'équité, d'impartialité, toutes choses qui caractérisent votre tribunal. Que vous en soyez vivement remerciés. Aux représentants du ministère public, au parquet, aux employés de poursuite, grâce aux efforts desquels nous avons aujourd'hui toutes ces personnes renvoyées devant votre tribunal. Qu'il en soit vivement remercié. Monsieur le Président, à vos greffiers, qu'on considère comme étant les poumons de la juridiction répressive, du tribunal criminel, c'est eux qui notent tout. Sans eux, ce procès ne pourrait se tenir. Monsieur le Président, il y a également mes confrères de la défense, de la partie civile. Et même, Monsieur le Président,
une association des victimes des événements du 28 septembre, qu'on appelle AFI10. Mais, Monsieur le Président, je ne voudrais pas finir sans vous rappeler la présence d'une personne dans cette salle, sans laquelle on ne pouvait aussi tenir ce procès. On allait avoir toutes les difficultés du monde. C'est le traducteur. Il est là. Du jour au jour, il est là avec nous, du matin au soir. Qu'il en soit vivement remercié. Monsieur le Président, comme je vous avais dit à l'entame, je ne parlerai que de 2 points. 2 points qui constituent mon essentiel dont l'Afrique, y compris la Guinée, a souffert. Le premier mot, c'est la conférence de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. 14 grandes puissances européennes se sont mobilisées pour se partager l'Afrique comme un gâteau. Beaucoup d'Africains ont pensé que notre malheur vient de là. C'est le premier point. Le deuxième point, après eux, les colonisateurs, Monsieur le Président, il y a eu un nouveau maître. Le nouveau maître, c'est qui, Monsieur le Président? C'est ceux qui ont dirigé l'Afrique, nos pays, après les indépendances. C'est nos chefs d'État. Donc, y compris le président capitaine Moussa Dadis Camara, qui a bien géré ce pays, qui a commandé dans ce pays, qui a été chef de l'État, commandant en chef des forces armées, pendant environ 1 an. Donc, voyez-vous comment je veux, de l'introduction, venir au développement, parler des événements du 28 septembre, Monsieur le Président, parler du président, l'ancien président, M. Moussa Dadis Camara. Et dans ce développement, dans ces détails-là, je parlerai des faits, des atrocités qui ont été commises, de la d'immensité, de l'étendue, de la cruauté des faits qui ont été commis sous son commandement, le commandement de M. Moussa Dadis Camara, président d'alors, chef des forces armées, commandant en chef des forces armées guinéennes à l'époque. Je vous parlerai de la responsabilité personnelle de chacun d'eux accusés ici, Monsieur le Président. Et tout cela va déboucher sur une conclusion qui vous fera lire le paysage de mon cœur, qui vous fera lire mon rêve, celui de voir les Guinéens réconciliés, soudés, unis, solidaires, et qui finalement feront face à un seul objectif, celui du développement global et multiforme. Parce que les autres pays, même voisins, même limitrophes, Monsieur le Président, commencent même à se partager le cosmos. Nous, nous sommes là avec des querelles intestinales, avec l'antipathie de ses voisins, de ses compatriotes, avec des idées noires qui nous amènent même à tuer nos concitoyens, à les enterrer vivants. C'est dommage. Pour commencer donc avec le premier point, Monsieur le Président, acceptez que je vous lise tout simplement, mais très sagement, ce petit texte poétique mais pathétique. D'un Français, oui, de nationalité, mais de père sénégalais et de mère camerounaise, Monsieur le Président, et qui est né en 1927 à Bordeaux. Il disait, parce qu'il était là-bas, il disait dans son texte poétique intitulé « Mon Afrique », il disait « Afrique ». Afrique, mon Afrique. Afrique de fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chantait ma grand-mère au bout de son fleuve lointain. Attention Afrique, je t'ai jamais connu. Mais mon regard est plein aujourd'hui de ton sang. Ton beau sang noir à travers le sang répandu. Le sang de ta sœur,
la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Oh, Afrique, dis-moi, Afrique, est-ce toi, ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité? Ce dos tremblant à gébris rouge qui dit oui au fouet sur les routes de midi? Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste jaune, cet arbre là-bas, seul, splendidement seul, au beau milieu de fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse impatiemment. Et donne le fruit, on peut appeler la mer saveur de la liberté. Fin de citation. Monsieur le Président, dans ce texte poétique mais pathétique, il a exprimé de façon détaillée son chagrin, sa haine contre le mot dont l'Afrique a souffert, notamment la colonisation. Mais tout ça s'est passé. Je viens au deuxième point, les nouveaux maîtres. Parce que si hier on pensait que nos problèmes venaient de là-bas, mais aujourd'hui ils sont partis, on a acquis l'indépendance. Et en 1960, la plupart des États africains ont accédé à l'indépendance, notamment notre pays, notre beau pays, la Guinée, en 1958. Qu'est-ce qui s'est passé de là jusqu'à maintenant? Je n'entrerai pas dans les détails, Monsieur le Président, pour vous épargner une longue écoute. Monsieur le Président, quand les nouveaux maîtres sont venus, ils ont installé la désolation, ils ont installé la tristesse, la gabegie, la corruption, le détournement des deniers publics, la prostitution, la peur, la terreur, l'angoisse et même la mort. Et même la mort. Et même la mort. Parce que si avec le premier dirigeant de la Guinée après l'indépendance, nous avons connu un bilan qui se chiffre environ à 50 000 victimes, lui au moins on a une idée par rapport au nombre. Mais par rapport au capitaine, au président-capitaine, Moussa Kamara, on ne connaît pas le nombre de victimes. C'est ça mon problème. C'est ce qui me ronge, Monsieur le Président. Si avec le feu général Lansana Conté, on a connu 2006-2007 plus de 20, plus de 200 victimes, si avec le professeur, on a connu un cimetière de plus de 100, 200 enterrés, mais lui, le capitaine, Monsieur le Président, on n'a pas une idée du nombre, on n'en a pas. Malgré qu'il y a eu des commissions nationales et internationales d'enquête, on n'a pas pu avoir le nombre exact de victimes. C'est là mon problème, c'est ce qui me range aujourd'hui, Monsieur le Président. Et je vous en parlerai avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. Monsieur le Président, après la mort du général Lansana Conté, le président capitaine Moussa Dadis Camara, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup, je veux le préciser, a pris le pouvoir avec son équipe du CNDD. Du CNDD. En prenant le pouvoir, Monsieur le Président, ils nous ont tout promis. Il a pris des engagements nobles pour le pays, pour la Guinée. Et nous avons déjà compris que c'est lui qui est à la tête du groupe du CNDD. C'est lui le président, parce que c'est lui qui a fait la déclaration de prise effective du pouvoir. Et pendant les jours qui ont suivi, il a tenu vraiment des promesses. La jeunesse était fière de lui. Tout le monde l'a acclamé. Parce qu'il disait que toute une question de génération. C'est générationnel. Ce que nos aînés ont fait, ce qu'ils ont travaillé pour le pays, c'est bon, nous allons prendre notre destin en main. Tout le monde était fier. Mais, Monsieur le Président, c'était un espoir raté. Ça n'était qu'un espoir raté. Parce que il a commencé directement, Monsieur le Président, à installer, à faire l'humiliation, des menaces, des arrestations, des détentions arbitraires, de braquage. Et ce qui est bizarre, il n'a épargné personne.
Personne. Même des hauts magistrats ont été humiliés. Des grands procureurs ont été arrêtés pendant qu'ils étaient en fonction dans leur bureau. Tout cela s'est passé sous son temps, pendant qu'il était le commandant en chef des forces armées guinéennes, pendant qu'il était le président de la République, le premier magistrat. C'est dommage, c'est regrettable. Monsieur le Président, lui-même, il disait qu'on n'avait pas pris le pouvoir au hasard. C'est lui qui le disait. C'est vrai. Parce qu'au cours des débats, ici, nous avons compris qu'il lui a fallu une longue préparation. Pendant que le feu général Lansana Conté vivait, lui, il était en train de se préparer. Nous avons compris comment il a eu les moyens financiers pour se construire une troupe derrière lui, pour faire sa préparation. Et à un moment d'ailleurs, il s'est tellement bien préparé, à la tête le colonel Pivi, qui était là devant, pour affaiblir toute autre personne, toute autre force du régime du feu général Lansana Conté. Il a compris qu'il lui manquait un autre élément, parce qu'il avait entendu parler d'un autre homme qui était pourtant médecin, cardiologue. Il a tout fait pour avoir ce dernier élément. Je vous en parlerai au moment de l'administration des preuves. C'est qui? Monsieur le Président, dans les préparatifs du président capitaine Moussa Dadis Camara, il a semé la terreur. Il a semé la terreur. Et ça, le général Lansana Conté vivait, paix à son âme. Il vivait. Il a eu la mutinerie. Nous le savons. La revendication des militaires. Puisque le capitaine avait de l'argent, il avait obtenu un poste important qui lui permettait d'avoir de l'argent. Poste obtenu grâce à l'implication du fait Ousmane Conté, à qui d'ailleurs on avait promis qu'après son père, c'est lui. Quand il a eu suffisamment d'argent, il s'est fait une troupe. Alors, je disais tout à l'heure, il a commencé à cibler tous les points saillants, tous les points craintifs des hommes forts pour cesser à les affaiblir. Le général Kolka a reçu une balle à l'aéroport. C'était dans le cadre des préparatifs. On est même allé, Monsieur le Président, violer une nièce du feu général Lansana Conté. On en a parlé ici. Le capitaine même a reconnu que lui, il est allé présenter même des excuses. Ils sont allés incendier le domicile du général Baylo. Ce débat, il a été acquis au débat ici avec le colonel Pivi, que ça a été fait. Il était à la tête, lui, colonel Pivi. Beaucoup de domiciles. Le meuble de M. Wouri Biredi a été payé par un élément de son groupe, M. colonel Pivi. Tout cela, c'était dans les préparatifs. Monsieur le Président, quand ils ont pris le pouvoir, après le décès du feu général Lansana Conté, et comme je l'avais dit à l'entame, les Guinéens attendaient de lui une justice équitable, sans laquelle aucun développement n'est possible. Mais il a pris cette justice, il l'a installée au camp Alpha Yaya. Tous les Guinéens savent que nous, les avocats, nous avons été les premiers à se lever pour protester. On est allé le rencontrer au camp Alpha Yaya là-bas. Nous avons protesté. Et finalement, il a compris que c'est très sérieux. Il a démis le monsieur qui occupait le chargé de conflit là. Monsieur le Président, quand ils ont pris le pouvoir, pendant les mois qu'il a géré le pays,
Les Guinéens ont trop souffert. Parce qu'il y avait des braquages partout. Partout. Tu n'osais pas sortir avec une voiture neuve, belle. On t'arrête, on te fait descendre, on récupère la voiture. Même une femme belle n'osait pas sortir, que ce soit la journée ou la nuit. On la prend, on la met dans une pick-up directement au camp. On la garde là-bas. On la garde là-bas. Les Guinéens ont vécu de l'insécurité totale, de l'angoisse, de la terreur. J'ai vu un jour, Monsieur le Président, j'étais même au cas là-bas à la recherche d'un client qui a été interpellé par les services du colonel Pivi. Mais il y avait une discussion chaude chez eux. Parce qu'il disait que non, il venait lui d'arrêter le président de Diamantaire, Elhadj Daouda, je ne sais pas si c'est comme ça. Il disait que non, puisque le colonel Tchegoro est allé prendre le matériel de construction de M. Kallo, il ne m'a rien donné, moi aussi tout ce que je vais obtenir ici, il ne va rien avoir. Mais il y avait cette discussion locale là-bas, dans les bureaux notamment du colonel Pivi. Donc on se querellait là-bas pour se partager du butin. Du butin. Mais, Monsieur le Président, ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que le président Moussa Dadis, en prenant le pouvoir, il avait promis aux Guinéens ceci, qu'il n'avait pas l'ambition de s'éterniser au pouvoir, qu'il ne va pas se présenter aux élections présidentielles. Et lui et aucun autre élément membre du CNDD. C'était ça le plus important. Mais, Monsieur le Président, le jour où il a tenu un meeting à Blobigny, un meeting pendant lequel il a affiché sa position en disant que si je veux, je ne me présente pas. Mais si je veux, je me présente parce que je suis guinéen comme tout le monde, je vais ôter la tenue. C'est là où, Monsieur le Président, il y a eu la pomme de discordance entre lui et la société civile et les partis politiques. C'est là-bas. Parce que la société civile avait compris, Monsieur le Président, que lui, il finira par se présenter. Pendant qu'il assure la gestion de toutes nos ressources minières. Parce que, acceptez que je vous dise, Monsieur le Président, notre pays est très riche. Nous avons des potentialités, non seulement humaines, suffisantes, importantes, mais aussi des ressources minières diverses et variées, très riches. C'est lui qui commandait tout ça là. Mais quand tu es chef de l'État, tu commandes la terre de ton pays, la mer de ton pays, l'air de ton pays. Et tous les chefs d'état-major de l'armée de l'air, de l'armée de terre, etc., gendarmerie, police, tu les commandes, ils viennent, on te rend compte, tu es le seul maître, tu es le patron. Pendant qu'il gérait toutes ces recherches de nos mines-là, parce qu'il était le chef, les partis politiques, la société civile savaient qu'en aucun cas ils pouvaient organiser des élections et les perdre. Ils ne pouvaient pas. Mais le problème, c'est quoi, Monsieur le Président? Il avait préparé un autre plan. Que si la négociation ne passe pas, il passe par la force. La force, l'intimidation, la violence et la mort. Mais il faut que son plan réussisse. C'était ça son idée. C'était ça son plan. Il a tout fait pour faire annuler cette marche. Même nuitamment, il a appelé les leaders politiques, notamment M. Sidi Touré, qui lui a dit qu'il ne pouvait pas, à cette heure-là, appeler un de ses homologues pour dire quoi que ce soit. Alors, il n'avait pas le choix, sauf de passer par le plan B. Parce que les négociations n'ont pas abouti. Le plan B, c'est le massacre, Monsieur le Président. C'est le massacre, le plan B. Il avait déjà préparé le terrain.
Il avait déjà préparé le terrain. Et, Monsieur le Président, pour vous dire qu'il était le seul chef, quand il a pris le pouvoir, il a commencé d'abord par poser des actes forts, de prendre des décrets, limoger tous les généraux, et nommer par décret, Monsieur le Président, un commandant du régiment, feu colonel Haïdor, et son adjoint, Sa Alphonse. Il a nommé par décret les ambassadeurs, tous les ambassadeurs de Guinée accrédités dans les autres pays. Il a nommé ses ministres. Donc c'était l'homme fort. Mais puisqu'il avait échoué dans les négociations et qu'il fallait passer, Monsieur le Président, au plan B, à l'offensive, au massacre, il avait ordonné le recrutement des miliciens, des recrues de Kalea. Il y avait d'autres personnes à qui il donnait ses ordres et qui les exécutait à la lettre et lui rendait compte fidèlement. Les gens qui étaient chargés de ça, Monsieur le Président, lors des débats ici, on en a largement parlé. C'est M. Gono Sangaré qui est en fuite, qui n'est pas là. C'est M. Blaise Goumou, c'est eux qui géraient les recrues à Kalea. Ça a été dit ici au débat, c'est acquis. Et parmi ces recrues-là, c'est le colonel Blaise Goumou qui est allé un jour avec une liste sélective pour prendre un certain nombre de personnes qui allaient dans le futur remplacer la garde présidentielle. La garde présidentielle. Vous savez, Monsieur le Président, quand le général Sano est passé ici, il avait dit que la garde présidentielle n'est pas commandée par lui. La garde présidentielle relève directement du président de la République. Alors, cette garde-là, le remplaçant de cette garde avait été préparé. Et c'est M. Blaise Goumou qui avait la liste des personnes qui devraient remplacer les éléments, tous les éléments de cette garde. Et le passage de M. Soumaoro nous a édifiés ici, parce qu'il faisait partie des recrues de Kalea. Il a été formé avec eux. La liste a été lue devant lui par M. Blaise Goumou. Donc, Monsieur le Président, il est passé à l'offensive, au plan B, en massacrant sa population. En massacrant sa population. Je vous disais à l'entame, Monsieur le Président, que le nombre de victimes n'est pas connu. Pas du tout. Il y a eu des blessés. Il y a eu des morts. Il y a eu des personnes, Monsieur le Président, qui étaient en haute mer. Il y a eu des femmes détenues en esclaves sexuels au camp Alpha Yaya. Mais ce qui est abominable, ce qui est barbare, ce qui est crapuleux, Monsieur le Président, c'est le fait que parmi ces femmes-là, au stade, ont été non seulement victimes de viol, mais aussi après le viol, ces éléments-là de Kalea et les éléments de la garde présidentielle, ils ont pris des armes, ils ont mis dans les parties intimes des femmes, ils ont tiré une balle, ils ont ramassé les corps et tous les corps. Ils sont allés les déchiqueter comme le boucher déchiquette 1 kilo de viande. Ils ont mis ces différents morceaux de corps humains là dans les différents sacs. On a donné ça à des féticheurs. Monsieur le Président, c'est le comble de la bestialité. C'est le comble. La Guinée a connu trop de crimes, c'est vrai. Mais un crime de ce genre, on n'en avait jamais entendu parler. Des gens ont été pendus ici, c'est vrai.
privés de l'eau et de nourriture, c'est vrai. Mais, Monsieur le Président, assassiner, tuer, détruire, déchiqueter le corps de la victime de cette façon et mettre la chair humaine de différents sacs donnés à des féticheurs, c'est pour la première fois que la Guinée a connu ça, Monsieur le Président. C'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. Monsieur le Président, et pendant ce même jour-là, et le jour suivant, ils sont allés, parce qu'ils étaient furieux, hein, ils sont allés détruire, piller complètement, emporter tout le contenu des domiciles des leaders politiques. Je veux parler de feu Jambari Doré. Là-bas, quand ils sont allés sur lui, Monsieur le Président, je sais que le tribunal a des interdits, je m'en méfie, je ne parle pas de ça. Mais ils ont tiré même sur les arbres même, pour dire que non, on peut comprendre que les autres nous fassent ceci. Mais toi, ils ont tiré même sur les arbres qui se trouvaient dans la cour de M. Jambari Doré, feu Jambari Doré. Et là, M. Marcel en était à la tête. Marcel Guilapouille. Il était à la tête, Monsieur le Président. Même au niveau de la gendarmerie, quand les blessés ont été déposés là-bas, M. Marcel a voulu en découdre complètement avec feu Jambari Doré. Complètement. Avant même à la gendarmerie, au stade, quand on l'a pris, l'un des assaillants, des agresseurs, a dit non, toi, on te loge une balle dans ta tête directement. Parce que tout le monde peut le trahir, sauf toi. Ensuite, ils sont allés, c'est M. Jérusalem, à son domicile. Ils ont pillé, ils ont saccagé, ils ont emporté tout son contenu. Ils sont allés chez M. Sidia. Ils ont fait la même chose. Donc, la répression était de taille. Pourquoi? Parce que la société civile, les leaders politiques, n'ont pas voulu l'écouter. Ils ne sont pas soumis à son autorité. Ils n'ont pas accepté du fait que lui, il veut se présenter. Mais, Monsieur le Président, c'est grave. Tout ce crime-là, c'est parce qu'ils ont exercé un droit constitutionnel. Tout ce crime. Oui, c'est vrai. La Guinée a toujours connu ça, Monsieur le Président. Toujours. Avec le premier responsable, après l'indépendance, j'ai connu un certain Petit Touré. Simplement parce qu'il a pris le statut de son parti politique, il a déposé au président de la République pour dire que je vais créer mon parti politique à cause de ça seulement. Et lui, et sa famille, mais ils sont allés saccager tout. Son domicile pillé, détruit complètement. Lui, on ne l'a pas vu depuis ce jour-là. Est-ce qu'on l'a enterré vivant? Est-ce qu'on l'a fusillé au Monganga? On ne sait pas où il est, jusqu'à présent. Simplement parce qu'il a déposé des statuts d'un parti politique, pour dire qu'il veut créer un parti politique. Exercer un droit constitutionnel. On a supprimé sa vie. Je pense qu'il est à Madina ici. Sa famille se trouve ici. Mais lui, depuis ce jour-là, on ne sait pas où il est. Mais c'est dommage. C'est dommage d'exprimer un souhait, remplir un devoir constitutionnel. Et pour le cas du 28 septembre, c'était ça. C'était vraiment un devoir constitutionnel. Le droit de s'exprimer, dire que non, voici notre position par rapport à la tienne. Toi, tu veux te présenter. Nous ne le voulons pas. Parce que tu as dit que tu ne veux pas te présenter. Aucun élément du CNDD ne va se présenter. C'était vraiment largement suffisant comme motif pour procéder au carnage et à toutes les infractions que nous avons connues dans le cadre des événements du 28 septembre. Et pendant ce temps, je disais, Monsieur le Président, les jours qui ont suivi, les Marcel, les couples en PV, colonel PV, ils sont occupés du règlement des comptes des autres. Les domiciles des leaders politiques, les boutiques, les magasins, de l'Axe, de Hamdallah jusqu'à Kabel là-bas. On nous a même dit que tous ces immeubles-là seront finalement habités par des hirondelles. Mais c'est le comble, Monsieur le Président. C'est le comble. Nous ne devons pas l'accepter.
Monsieur le Président, monsieur du tribunal criminel, avez-vous entendu les cris de ce Français, de cet écrivain français, Victor Hugo? Quand il nous a dit une seule âme humaine est plus grande que le monde. Une seule âme humaine est plus grande que tout le monde. Ah oui, il a raison, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on assiste au développement de la science, la technique, la technologie. Mais jamais un jour, on n'est parvenu à créer une âme humaine, Monsieur le Président. Jamais on n'a pu ressusciter un mort. Nous avons de bons médecins. Et la médecine, la science a connu des progrès notables, gigantesques dans le domaine de la médecine. Mais jamais on nous a dit qu'on n'est parvenu à créer une âme humaine, Monsieur le Président. Non. C'est pourquoi Victor Hugo a dit qu'une seule âme humaine est plus grande que le monde. Mais, sous le régime du capitaine président Moussa Dadis Camara, on a tué combien de personnes? On a ôté la vie à combien d'hommes, à combien de nos concitoyens guinéens? Le nombre n'est pas connu. Donc c'est incalculable. C'est incalculable, Monsieur le Président. Incalculable. Une seule âme humaine est plus grande que le monde. C'est vrai. Mais lui, il ne connaît pas ça. Monsieur le Président, avez-vous entendu également ce Français, André Zid, quand il nous dit, Monsieur le Président, qu'il y a sur Terre, qu'il y a sur cette planète Terre, de telles immensités de misère, de détresse, de gêne, d'injustice, d'impartialité, d'horreur, que l'homme heureux n'y peut songer sans prendre honte de son bonheur. Ah oui, c'est vrai. Notre planète, Terre, y compris la Guinée, il y a tellement d'injustice, tellement de violence, tellement d'agressivité, tellement d'angoisse, tellement d'horreur, que l'homme heureux n'y peut songer à prendre honte de son bonheur. Quand tu te rends compte qu'il y a tous ces mots-là, tu n'as pas à te glorifier, à sentir ton bonheur, à rester dans ta voiture, à rester dans ta villa, pendant que tes voisins, tout un océan, toute une marée humaine meurt de faim, meurt de soif, sont dans l'injustice. Monsieur le Président, je ne finirai jamais de parler de l'étendue, des crimes, de la cruauté des crimes. Des conséquences du massacre que les événements du 28 septembre ont engendré. Sous la volonté manifeste du président M. Moussa Dadis Camara. Mais, Monsieur le Président, rappelez-vous, Messieurs les assesseurs du tribunal, un jour, lors du débat, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, mais Monsieur le Président, capitaine, quand vous avez pris le pouvoir, les Guinéens étaient contents. Vous aviez de bonnes ambitions, de bons projets d'avenir pour la jeunesse guinéenne, pour la génération future. Mais dites-moi, qui vous a poussé à changer de décision, à changer de fusil d'épaule? Il m'a répondu calmement, maître, j'ai été trahi. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, maître, j'ai été trahi. Je comprends qu'il a été trahi. Mais je comprends également qu'il a accepté d'être trahi. Oui, parce qu'il savait que c'est un avantage. On ne peut pas parler des avantages d'un chef d'État africain. On ne peut pas, on ne connaît même pas. On ne connaît ni son salaire, mais le but c'est pour lui. Il suffit d'appeler un DAF, fais ça, on le fait. On ne connaît pas les avantages d'un chef d'État africain. On ne connaît pas. En tout cas, le Guinéen ne se connaît pas. Voilà. Le Guinéen ne connaît pas. S'il a été trahi, il a voulu, il a accepté. Sinon, on ne peut pas le trahir jusqu'à ce qu'il ordonne le recrutement des éléments de Kalea. On ne peut pas le pousser jusqu'à ce qu'il prenne des décrets, Monsieur le Président, ordonnant le limogeage de son commandant du régiment.
et leur arrestation, accréditer les ambassadeurs, tout cela, on l'a trompé. On l'a trompé jusqu'à ce qu'il a appelé Sidya Touré pour lui dire il faut annuler la marche, il faut la projeter à une autre date. Non. Non. Est-ce qu'on l'a trahi jusqu'à ce que lui-même il accepte de sortir par une autre porte de son bureau, de sa chambre, pour venir au stade du 28 septembre. Ça a été débattu ici. Mais, Monsieur le Président, c'est curieux. Lors des débats, Monsieur le Président, lors des débats ici, il y a même un de ses avocats qui était apparemment coincé, qui n'avait pas grand-chose à dire, mais qui a réussi quand même à avoir quelque chose à lui demander. Il dit, mais Président, Sékou Touré a fait 26 ans ici. Et Feu Général Sarkozy a fait 22 ans. Vous, quelle est la partie du gibier que vous avez mangé pour mériter ce sort-là? On a posé cette question ici. Pendant que le Guinéen rêve à une alternance politique et démocratique, pendant que le Guinéen rêve à une démocratie, pendant que le Guinéen rêve à un développement global et multiforme, on souhaitait qu'il fasse autant de temps que ses prédécesseurs l'ont fait. Avec ce que nous avons connu au 28 septembre. Mais Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, si effectivement le colonel, le capitaine Moussa Dadis Camara, Dieu lui donnait la chance de rester jusqu'à maintenant là, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, quelle serait la Guinée? Avec ce que nous avons connu au stade du 28 septembre, quelle serait la Guinée, Monsieur le Président? Avec ce que les deux messieurs les leaders politiques ont connu. Dieu aime la Guinée et qu'il la préserve de ces mauvais événements, des événements pareils. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, du tribunal, je ne finirai jamais de parler, comme je l'ai dit, de l'étendue, mais aussi de la cruauté de ces événements du 28 septembre, de ces crimes perpétrés au stade, des crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, de là, je voudrais vous parler de la responsabilité individuelle des accusés. La responsabilité individuelle des accusés. Mais acceptez que vous parle d'un petit point pour vous dire que les événements du 28 septembre ont été mûris, planifiés, exécutés en toute connaissance des causes par le capitaine-président Moussa Dadis Camara. Il les a vus venir de loin, ces événements. Il s'est préparé conséquemment. Il a planifié les choses. Il a même donné des instructions à certains de ces éléments pour venir régler le compte de tous les leaders politiques. Monsieur le Président, la preuve, quand M. Cellou Dalein était sur la route de l'hôpital, dans le véhicule du colonel Tchegoro, et avec M. Baouri, M. Baouri a demandé au colonel d'accepter de tenir compte de la personnalité de M. Cellou Dalein en tant qu'ancien Premier ministre. Mais la rétorque a été virulente. Il dit, un mot de plus, je lose une balle dans ta tête. Monsieur Baouri nous a dit ça ici. Il a dit même que l'un des gardes avec lequel M. Baouri était dans la voiture du colonel, quand le colonel recevait les appels,
Il a même entendu, non, pour lui c'est fini. Parce que M. Cellou Dalein était dans la douleur. Tête blessée, côte brisée. Il gémissait dans le sang. On pensait que c'est fini. Il a entendu ça au téléphone, il nous a répété ça ici à la barre. Donc, le plan, Monsieur le Président, c'était de faire taire à jamais les leaders politiques qui n'ont pas accepté ces instructions, de repousser la date de manifestation. Donc, il fallait en découdre complètement avec eux. C'était ça le plan. Sinon, qu'est-ce qui justifie le pillage des domiciles des leaders politiques? Rien, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui justifie ce qu'ils ont subi, eux, les leaders des Amari dorés? Rien, absolument. Qu'est-ce qui justifie, Monsieur le Président? Le fait de violer les femmes, les emporter au camp, les garder en esclavage sexuel. Rien. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, je voudrais vous parler de la responsabilité individuelle des accusés ici présents. Oui, un point important. Un point important parce que, Monsieur le Président, le législateur guinéen sait pertinemment qu'il y a des procès-verbaux d'enquête préliminaire de la police ou de la gendarmerie. Il sait pertinemment que vous ne pouvez être saisi que par une ordonnance de renvoi. Mais en dépit de tout cela, le législateur vous dit, Monsieur le Président, que l'instruction finale, c'est ici à la barre. C'est pourquoi j'appelle votre barre, la barre de votre tribunal, le laboratoire. Oui, le laboratoire, où on synthétise les faits, où on les stérilise, où on les pasteurise. C'est ici, au labo. Qu'est-ce qui s'est passé au labo? Le législateur guinéen est allé plus loin pour dire, Monsieur le Président, que vous ne pouvez fonder votre conviction que seulement par des éléments apportés ça et là, discutés contradictoirement ici au laboratoire à la barre. C'est sur ça seulement que vous pouvez fonder votre décision. Il n'a pas parlé de procès-verbaux. Il n'a pas parlé de l'ordonnance de renvoi. Mais combien d'accusés, combien de prévenus sont renvoyés par une ordonnance devant les tribunaux correctionnels, devant les tribunaux criminels, et qu'au finish, le tribunal les libère? Combien? Le tribunal les acquitte purement et simplement. Mais ils sont nombreux, ça n'en finit pas. Parce que, à un moment donné, le législateur dit que vous pouvez même écarter tout cela, parce que ça ne vous sert qu'à titre de simple renseignement. Vous fondez votre conviction sur ce qui a été apporté et discuté ici à la barre de votre tribunal. C'est ce qui doit gouverner votre conviction, c'est ce qui doit vous guider, c'est ce qui doit vous éliminer. Éliminer le passage de votre tribunal. Ça, c'est important, Monsieur le Président. Ça, c'est très important. Alors, Monsieur le Président, ici à la barre, l'un des accusés a demandé au président Moussa Dadis Camara d'accepter, d'assumer en tant que président de la République, en tant que chef d'État et commandant en chef des forces armées. Assumer en tant que père de la nation au moment où il était aux commandes. De ne pas accepter qu'il soit confronté à ces sujets, à ces ministres. Il ne l'a pas voulu. Le président capitaine n'a pas voulu, Monsieur le Président, assumer. Cet accusé est allé plus loin pour dire qu'il faut demander pardon au peuple de Guinée pour qu'on en finisse une bonne fois. Comme l'a fait un de mes prédécesseurs de la partie civile, a rappelé le procès du président malien, Moussa Traoré. Il n'a pas voulu d'accepter, il n'a pas voulu qu'il soit confronté avec ces sujets, non, avec ses ministres, non. Il dit qu'il assume et qu'il présente, ses excuses au peuple malien. On aurait pu comprendre si le président, M. Moussa Dadis Camara, faisait de la même manière. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il y a une entente entre eux. C'est de nier systématiquement les faits. Oui,
Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, je tiens à vous dire maintenant, ici et maintenant, qu'après nous de la partie civile, il y aura mes confrères de la défense qui viendront. Ils vont essayer de défendre l'indéfendable. Mais je pense que la probité morale le poussera à plaider coupable et à solliciter la clémence du tribunal. Parce que chacun de nous, ici, Monsieur le Président, doit participer à la manifestation de la vérité. Nous, avocats de la partie civile, nous devons prouver, comme Monsieur le procureur, qu'il y a effectivement eu infraction, qu'il y a eu crime. Et plus loin, aller jusqu'à parler, réussir à prouver l'imputabilité de ces faits aux accusés pour pouvoir avoir le droit de demander réparation. C'est ce que nous devons faire. Le législateur est allé plus loin pour dire que même cette probité morale, intellectuelle, doit pousser au parquet à requérir, à charge ou à décharge, mais à l'issue des débats, ici à la barre. Donc, mes confrères de la défense, naturellement, aussi, pourront intellectuellement, sagement, plaider coupable et solliciter la clémence du tribunal. Parce qu'on ne peut pas, Monsieur le Président, on ne peut pas nier qu'il y a eu des crimes contre l'humanité au stade du 28 septembre et les jours suivants. On ne peut pas nier que le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque des faits, était le président de la République, le commandant en chef des forces armées guinéennes. C'était le maître, et le seul maître. Tout provenait de lui, tout lui revenait, et il était le seul maître. On ne peut pas le nier ici. Monsieur le Président, donc, pendant que mes confrères de la défense viendront faire la gymnastique judiciaire, tenter d'emporter votre conviction par l'inexistence des faits de crimes contre l'humanité, Monsieur le Président, acceptez que moi je vous parle maintenant là de ce nombre incalculable de personnes larguées en haute mer, de ce nombre de femmes, de filles, de nos sœurs guinéennes, violées et détenues arbitrairement en esclavage sexuel au camp. Acceptez que je vous parle ici et maintenant, Monsieur le Président, de ces personnes qui, à la veille des événements du 28 septembre, venaient de rentrer au pays parce qu'ils étaient à l'extérieur. Que ces personnes sont venues garer leurs voitures dans les différentes stations pour venir assister à cette manifestation. Depuis ce jour, on n'a plus revu ces personnes, Monsieur le Président. Ce sont leurs parents qui sont venus récupérer les voitures garées aux stations. On ne sait pas où sont ces personnes. Leur corps a été dissimulé pour les besoins de la cause, remis aux féticheurs ou bien largués en haute mer. Pendant que mes confrères de la défense viendront, Monsieur le Président, tentez de vous convaincre par rapport à l'inexistence des faits, des crimes contre l'humanité ici à la barre. Moi, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, qu'en dépit de l'existence de cette fameuse commission d'enquête nationale formée par lui, le capitaine Moussa Dadis Camara, et la commission d'enquête internationale, on ne connaît pas le nombre exact, Monsieur le Président, on ne connaît pas le nombre exact. Général Sanou, le commandant du camp Samori, ils sont tous venus ici. Ils nous ont parlé de l'existence de camions contenant des corps. Mais, Monsieur le Président, le problème c'est quoi? Quand on se pose la question, où sont ces corps? Premier responsable, le président de la République à l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara. Deuxième responsable, son ministre de la Santé. Troisième responsable, le commandant du camp au moment des faits, du camp Samori, Touré. Et tous, ils savent. On ne peut pas, l'armée est bien organisée, bien structurée, bien hiérarchisée. Un camion contenant des corps dans un camp militaire aussi important que le camp de Samori, ici, ne peut pas sortir de ce camp sans que le commandant, le chef du corps de ce camp, ne soit au courant. On le sait. Sans que le ministre de la Santé, à l'époque des faits, ne soit au courant. On le sait. Monsieur le Président,
lors des débats ici, par rapport à ces corps-là, on a demandé, quelqu'un est venu nous dire ici, qu'on avait même photographié, on avait filmé, et qu'on l'a mis en prison à cause de ça. M. Marcel lui a retiré le téléphone. Et le colonel Pivi disait, il faut bien filmer, parce que le président, pour le rassurer, ce n'est pas facile. Le président de 10, pour le rassurer, ce n'est pas facile. Donc il faut bien filmer. Monsieur le Président, on a vu ces corps de nos concitoyens guinéens, de nos frères, de nos sœurs guinéens, entachés, superposés, jetés dans une fosse commune. D'autres, déchiquetés morceau par morceau, dans les différents sacs remis aux féticheurs. Mais pourquoi c'est la sommité, c'est la sommité de la bestialité. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour?